L'été 256 avant notre ère. La mer Méditerranée n'a jamais vu un tel déploiement de force. Plus de 700 navires de guerre s'apprêtent à s'affronter au large de la Sicile, transportant près de 300 000 hommes. Rome et Carthage, les deux titans de la Méditerranée occidentale, vont jouer leur destin dans ce qui deviendra la plus colossale bataille navale de l'Antiquité, la bataille du Cap Ecnum. Depuis 8 ans déjà, Rome et Carthage s'entre-déchirent. La première guerre punique a transformé la Sicile en champ de bataille permanent. Mais cette fois, les Romains ont un plan audacieux qui va bien au-delà de la conquête de l'île. Ils veulent frapper Carthage au cœur, débarquer en Afrique du Nord et forcer la capitulation sur son propre territoire. Carthage règne sur la Méditerranée depuis des siècles. Héritière des comptoirs phéniciens, la cité punique a bâti un empire commercial qui s'étend de l'Afrique du Nord à l'Espagne, en passant par la Sardaigne et une bonne partie de la Sicile. Ses marins sont les meilleurs du monde antique. Ses navires sillonnent toutes les routes maritimes, apportant richesse et puissance à la métropole africaine. Rome, elle, vient tout juste de terminer la conquête de la péninsule italienne. Jusqu'en 264, la République n'avait jamais mené de campagne militaire en dehors de l'Italie. Sa force réside dans ses légions terrestres, dans la discipline et le courage de ses soldats. Mais la mer, c'est un monde totalement étranger aux Romains. Le conflit éclate lorsque les Mamertins, des mercenaires contrôlant la ville de Messine en Sicile, appellent successivement Carthage puis Rome à leur secours contre le roi de Syracuse. Rome saisit l'opportunité et débarque ses troupes en Sicile en 264. La guerre de Sicile commence. Au début du conflit, l'avantage naval appartient clairement aux Carthaginois. Leurs équipages expérimentés manœuvrent avec une habileté que les Romains ne peuvent égaler. Mais Rome ne recule devant rien. En 261, la République construit sa première grande flotte de guerre. La légende raconte qu'ils ont copié un navire carthaginois échoué. En à peine 2 mois, 100 navires sortent des chantiers navals romains. Le problème demeure entier. Comment battre des marins aguerris quand on ne sait pas naviguer? Un consul romain, Caius Duilius, trouve la solution. Il invente le corvus, le corbeau. Cette passerelle basculante de plus de 10 mètres de long est équipée d'un crochet métallique en forme de bec d'oiseau. Montée sur un mât pivotant à l'avant du navire, elle peut s'abattre sur le pont d'un bateau ennemi. Le crochet se fiche dans le bois, bloquant les 2 navires ensemble. Les légionnaires peuvent alors traverser et transformer le combat naval en bataille terrestre, là où ils excellent. En 260, à Mylae, les Romains remportent leur première victoire navale grâce au corbeau. 44 navires carthaginois sont capturés ou détruits. Carthage découvre avec stupeur que Rome peut la battre sur mer. Les années suivantes voient une succession de batailles. Sulci en 258, Tyndaris en 257. Chaque affrontement confirme que les 2 puissances sont désormais à égalité. Aucune ne parvient à prendre l'avantage décisif. La guerre s'enlise en Sicile. Au printemps 256, le Sénat romain prend une décision qui va changer le cours de la guerre. Plutôt que de continuer à se battre pour chaque ville sicilienne, Rome va porter la guerre directement en Afrique. L'objectif est simple mais risqué: débarquer près de Carthage, ravager le territoire punique, forcer l'ennemi à rappeler ses troupes de Sicile et obtenir une capitulation rapide. Pour cette opération sans précédent, Rome mobilise des moyens colossaux. La flotte compte 330 quinquérèmes de combat, renforcés par 80 navires de transport chargés de chevaux et d'équipements pour l'invasion. Chaque quinquérème transporte 300 rameurs et 120 soldats de marine. Au total, 140 000 hommes embarquent pour l'Afrique. Le commandement est confié à 2 consuls, Lucius Manlius Vulso Longus et Marcus Attilius Regulus. Ce dernier a remplacé Quintus Caedicius, mort pendant son mandat. Les 2 consuls embarquent chacun sur un navire à 6 rangs de rames, les plus puissants de la flotte. La flotte romaine quitte Ostie et fait route vers le sud. Elle contourne la pointe de la Sicile et remonte la côte méridionale de l'île. Le lieu de rassemblement final est Ecnum, un petit port sur la côte sud de la Sicile, où l'armée de terre romaine attend également. Les Carthaginois ne restent pas les bras croisés. Leurs espions les ont informés des préparatifs romains. Ils savent qu'une invasion de leur territoire se prépare. Pour Carthage, l'enjeu est vital.
Si les Romains débarquent en Afrique, ils menaceront directement la capitale et pourront couper les routes d'approvisionnement. Carthage rassemble sa propre flotte. 350 navires de guerre. Les équipages carthaginois totalisent environ 150 000 hommes. Le commandement est confié à 2 généraux expérimentés, Hamilcar Barca, qui avait été vaincu l'année précédente à Tyndaris, et Hannon le Grand, déjà battu lors d'une bataille terrestre à Agrigente quelques années plus tôt. Les 2 hommes ont des comptes à régler. La stratégie carthaginoise est claire. Intercepter la flotte romaine avant qu'elle n'atteigne les côtes africaines. Détruire cette armada en mer. Empêcher à tout prix le débarquement. Les navires carthaginois quittent leur base de Lilybée, à l'ouest de la Sicile, et font voile vers Heraclea Minoa, sur la côte sud. Là, ils attendent les Romains. L'affrontement est inévitable. L'été 256, la flotte romaine approche du cap Ecnum. Les vigies aperçoivent au loin la flotte carthaginoise. Plus de 350 voiles se découpent sur l'horizon. Les Carthaginois ont choisi leur position avec soin, bloquant la route vers l'Afrique. La mer est calme, le ciel dégagé. Les conditions sont parfaites pour une bataille rangée. C'est exactement ce que redoutent les Carthaginois, car le corbeau romain fonctionne mal par mer agitée. Mais aujourd'hui, pas de vagues pour gêner les passerelles d'abordage. Les Romains adoptent une formation innovante et complexe. Aux 2 pointes du dispositif se trouvent les navires des consuls Manlius et Régulus. Derrière eux, 2 lignes de navires forment les côtés d'un triangle. À la base du triangle, une 3e escadre protège les navires de transport qui traînent derrière, reliés par des câbles. Enfin, une 4e ligne forme l'arrière-garde, fermant le dispositif. L'historien Polybe décrit cette formation comme un coin dont le sommet est concave, la base compacte, l'ensemble difficile à rompre. Face à eux, les Carthaginois déploient leurs navires sur une ligne immense. Les 3/4 de la flotte s'étendent en une ligne presque droite, l'aile droite poussée vers la haute mer. Le dernier quart forme l'aile gauche, repliée en angle, s'appuyant sur la côte sicilienne. Hamilcar Barca commande cette aile gauche près du rivage. Hannon le Grand dirige l'aile droite en haute mer, là où se trouvent les navires les plus rapides et les plus puissants de la flotte carthaginoise. La distance entre les 2 flottes se réduit. Les tambours battent la cadence pour les rameurs. Plus de 700 navires convergent vers le même point de mer. Jamais autant de bateaux ne se sont affrontés en un seul lieu. Jamais autant d'hommes n'ont risqué leur vie dans une seule bataille navale. Les Carthaginois ont un plan. Ils ne vont pas affronter frontalement la formation romaine. Ce serait trop dangereux avec les corbeaux qui transforment chaque navire romain en forteresse d'abordage. Leur stratégie repose sur la ruse et la vitesse. Le centre de la ligne carthaginoise, dès que les Romains s'approchent, commence à reculer. Les navires font demi-tour et fuient. C'est une manœuvre délibérée, destinée à attirer les Romains. Les consuls Manlius et Régulus, à la pointe de leur formation en triangle, voient de l'ennemi battre en retraite. Ils ordonnent l'attaque. Leurs navires s'élancent à la poursuite du centre carthaginois. La pointe du triangle romain s'enfonce profondément dans la ligne ennemie. C'est exactement ce qu'attendent les Carthaginois. Une fois la pointe romaine suffisamment engagée et éloignée du reste de la flotte, les 2 ailes carthaginoises passent à l'action. Hannon le Grand, avec ses navires rapides de l'aile droite, contourne la formation romaine par la haute mer. Il vise la 3e escadre romaine, celle qui protège les transports de chevaux. Hamilcar, avec l'aile gauche appuyée sur la côte, attaque la 4e escadre, l'arrière-garde romaine. En quelques minutes, la bataille unique se divise en 4 affrontements distincts. Au centre, les consuls romains poursuivent et rattrapent le centre carthaginois qui a feint la fuite. Sur les flancs et à l'arrière, les 2 ailes carthaginoises se déchaînent sur les escadres romaines les plus lentes. La situation devient critique pour Rome. La flotte romaine est disloquée. Les transports de chevaux sont menacés. L'arrière-garde se bat désespérément contre Hamilcar. Si ces 2 escadres sont détruites, toute l'expédition échouera. Mais les Romains ont 2 atouts majeurs, le corbeau et la discipline de leurs soldats. Au centre, les consuls Manlius et Régulus rattrapent enfin les navires carthaginois qui avaient fui. Le combat s'engage. Les corbeaux s'abattent sur les ponts ennemis. Les crochets mordent le bois. Les passerelles se bloquent.
les légionnaires traversent et envahissent les navires carthaginois. Le centre punique, pris au piège de sa propre ruse, commence à s'effondrer. Les équipages carthaginois, excellents marins mais soldats médiocres, ne peuvent résister aux légionnaires romains dans un combat rapproché. Les navires carthaginois sont capturés les uns après les autres. Certains tentent de s'échapper, mais les corbeaux les retiennent. D'autres coulent après avoir été éperonnés. Le centre de la ligne punique se désintègre. Pendant ce temps, sur les flancs, la bataille fait rage. La troisième escadre romaine, celle qui protège les transports, se replie vers la côte. Les navires se regroupent, dos au rivage. Cette position défensive leur permet de mieux utiliser leurs corbeaux. Chaque navire carthaginois qui s'approche risque d'être harponné et abordé. L'arrière-garde romaine, attaquée par Hamilcar, résiste avec acharnement. Les navires forment un cercle serré. Les corbeaux pointent dans toutes les directions. Mais la pression carthaginoise est intense. Les navires puniques sont plus rapides, plus maniables. Ils attaquent, se retirent, reviennent. Les Romains commencent à subir de lourdes pertes. Les consuls romains, après avoir mis en déroute le centre carthaginois, comprennent que le reste de leur flotte est en danger. Ils doivent agir vite. Manlius Vulso commence à capturer des navires carthaginois pour renforcer sa flotte. Mais Régulus prend une décision plus audacieuse. Il abandonne la poursuite du centre ennemi et fait demi-tour avec son escadre. Sa cible, l'arrière-garde romaine, encerclée par Hamilcar. Les navires de Régulus foncent vers le sud. Les rameurs redoublent d'efforts. Chaque seconde compte. L'arrière-garde romaine est au bord de l'effondrement. L'arrivée de Régulus change tout. Les Carthaginois d'Hamilcar se retrouvent pris en tenaille. D'un côté, l'arrière-garde romaine qui résiste toujours. De l'autre, les navires frais de Régulus qui arrivent à pleine vitesse. Les corbeaux s'abattent. Les légionnaires déferlent sur les ponts carthaginois. Hamilcar tente de se dégager. Ces navires, plus rapides, peuvent encore échapper. Mais beaucoup sont déjà bloqués par les corbeaux. Les équipages carthaginois commencent à paniquer. L'encerclement se referme. Sur l'autre flanc, Hannon le Grand attaque toujours la troisième escadre romaine près de la côte. Ces navires rapides harcèlent les Romains. Mais ceux-ci tiennent bon dans leur position défensive. Chaque attaque carthaginoise se solde par des pertes. Puis Hannon voit ce qui se passe au centre et à l'arrière. Le centre carthaginois est détruit. L'aile gauche d'Hamilcar est en train de se faire massacrer. S'il continue l'attaque, sa propre escadre risque d'être la prochaine cible des Romains victorieux. Hannon prend la seule décision rationnelle, la retraite. Ses navires se désengagent et fuient vers la haute mer. La troisième escadre romaine, épuisée mais victorieuse, ne les poursuit pas. La bataille tourne au désastre pour Carthage. Au centre, les derniers navires qui avaient feint la fuite sont capturés ou coulés. À l'arrière, l'aile gauche d'Hamilcar est anéantie. Certains navires tentent de fuir vers la côte sicilienne. D'autres se rendent. Beaucoup coulent, éperonnés ou incendiés. Les rameurs carthaginois rament désespérément pour échapper aux corbeaux romains. Mais les navires lourdement chargés de soldats sont lents. Les Romains, galvanisés par la victoire, sont impitoyables. Ils encerclent chaque navire ennemi, lancent leurs corbeaux, abordent et tuent ou capturent les équipages. L'eau se teinte de rouge. Des débris flottent partout. Des navires en flammes dérivent, abandonnés par leurs équipages qui ont sauté à la mer. Les cris des blessés et des mourants résonnent sur les flots. Hamilcar réussit à s'échapper avec quelques navires. Hannon a déjà fui avec l'aile droite. Mais le reste de la flotte carthaginoise est détruit. Quand le soir tombe sur le cap Ecnum, les Romains contrôlent le champ de bataille. Les pertes romaines sont relativement légères, 24 navires coulés. C'est un prix dérisoire pour une telle victoire. Les Carthaginois ont perdu 30 navires coulés et 64 navires capturés. Près d'un tiers de leur flotte a disparu en quelques heures. Des milliers de marins sont morts. Des milliers d'autres sont prisonniers et seront vendus comme esclaves. Les chiffres donnés par l'historien Polybe sont impressionnants. Plus de 700 navires engagés, près de 300 000 hommes. C'est la plus grande bataille navale de l'Antiquité. Rien de comparable ne se produira avant des siècles. Même la bataille du golfe de Leyte, pendant la Seconde Guerre mondiale, pourtant considérée comme la plus grande bataille navale moderne dans le Pacifique,
n'a engagé que 245 navires au total. La victoire romaine est écrasante. Carthage a perdu sa suprématie navale. La route de l'Afrique est ouverte. Rome peut désormais lancer son invasion du territoire carthaginois. Après la bataille, la flotte romaine poursuit sa route vers l'Afrique. Les navires débarquent leurs troupes près de Carthage. Le consul Régulus prend le commandement de l'armée de terre et commence à ravager la campagne carthaginoise. Les villes tombent les unes après les autres. Carthage, terrifié, propose la paix. Mais Régulus, grisé par ses succès, pose des conditions inacceptables. Il exige que Carthage renonce à toutes ses possessions en dehors de l'Afrique, paie un tribut énorme et abandonne toute ambition maritime. Carthage refuse. Les Carthaginois décident de se battre jusqu'au bout. Ils rappellent des mercenaires, reconstituent une armée. Ils engagent un général spartiate, Xanthippe, pour entraîner leurs troupes. L'année suivante, en 255, Xanthippe bat Régulus dans une bataille terrestre décisive. Le consul romain est capturé. L'armée romaine d'Afrique est anéantie. La campagne africaine se termine par un échec. Mais la bataille du cap Ecnome a quand même changé le cours de la guerre. Rome a prouvé qu'elle pouvait battre Carthage sur mer. La République a acquis la maîtrise de la navigation et du combat naval. Cette expérience servira dans les années suivantes. La première guerre punique continuera encore 15 ans après Ecnome. D'autres batailles navales auront lieu. Rome subira des revers, notamment à Drépane en 249. Mais finalement, en 241, Rome remportera une dernière victoire navale décisive aux îles Égates. Carthage capitulera et devra abandonner la Sicile. La bataille du Cap Ecnome révèle l'importance du corbeau dans la stratégie navale romaine. Cette invention simple mais géniale permet aux Romains de compenser leur manque d'expérience maritime. Elle transforme chaque combat naval en bataille terrestre, où les légionnaires excellents au corps à corps peuvent donner la pleine mesure de leur talent. Le corbeau fonctionne grâce à un système de poulies et un mât vertical. La passerelle, longue d'environ 11 mètres et large d'1,20 m, est bordée d'une balustrade qui monte aux genoux. Au bout se trouve le crochet métallique en forme de bec d'oiseau, d'où le nom de corbeau. Quand un navire ennemi s'approche, les Romains lèvent le corbeau à la verticale grâce aux poulies. Au moment opportun, ils relâchent les cordes. La passerelle s'abat violemment sur le pont adverse. Le crochet métallique se fiche dans le bois, bloquant les deux navires ensemble. Les légionnaires peuvent alors traverser la passerelle par groupes de 2 ou 3 et envahir le bateau ennemi. Ce système présente cependant des inconvénients. Il ne peut pas fonctionner par mer agitée, car la liaison rigide entre 2 bateaux les met tous deux en danger de chavirer. De plus, le poids du corbeau rend les navires romains plus lourds et moins maniables. Mais ces défauts sont largement compensés par l'avantage tactique qu'il procure. Le corbeau sera utilisé pendant toute la première guerre punique. Il permettra aux Romains de remporter plusieurs victoires navales décisives. Après la fin de la guerre, quand Rome aura acquis suffisamment d'expérience maritime, le système sera progressivement abandonné au profit de tactiques plus conventionnelles. Les quinquérèmes constituent l'épine dorsale des 2 flottes. Ces navires mesurent environ 40 mètres de long et 7 mètres de large. Ils sont propulsés par 5 rangées de rameurs disposées verticalement, d'où leur nom. Chaque quinquérème romaine transporte 300 rameurs et 120 soldats de marine, soit plus de 420 hommes au total. À l'avant du navire se trouve l'éperon de bronze, le rostre. Cette arme redoutable, montée au ras de l'eau, permet d'atteindre directement la quille du navire ennemi lors d'une charge. Un seul coup bien placé peut ouvrir une brèche fatale dans la coque adverse. Les Carthaginois utilisent des navires similaires, mais leurs équipages sont généralement plus expérimentés. Les marins puniques connaissent toutes les techniques de combat naval. L'éperonage, bien sûr, mais aussi le diekplous, une manœuvre qui consiste à passer entre les navires ennemis pour les éperonner de flanc, là où la coque est la plus fragile. Les navires des 2 camps sont équipés de voiles pour la navigation, mais pendant le combat, les voiles sont abaissées et rangées. Le combat se fait uniquement à la rame, ce qui permet une meilleure maniabilité. Sur le pont, des scorpions et des balistes, adaptés du combat terrestre, permettent de tirer sur les navires ennemis à distance. Ces armes peuvent lancer des projectiles à 300 mètres en tir tendu ou à 500 mètres en tir parabolique. Pour Rome, la victoire d'Ecnome est un triomphe. La République a prouvé qu'elle peut rivaliser avec Carthage sur mer.
Les consuls Manlius et Régulus sont acclamés comme des héros. Des milliers d'esclaves carthaginois sont vendus, enrichissant le trésor public et les citoyens romains. Mais Rome ne savoure pas longtemps cette victoire. L'année suivante, Régulus et son armée sont détruits en Afrique. Puis, en 255, une tempête catastrophique détruit la flotte romaine qui revient d'Afrique. Sur 364 navires, seuls 80 survivent. Plus de 100 000 hommes périssent noyés. C'est l'une des pires catastrophes navales de l'histoire. Rome reconstruira sa flotte. Encore et encore, la République perdra des centaines de navires pendant la première guerre punique, souvent détruits par les tempêtes plutôt que par l'ennemi. Mais Rome ne renoncera jamais. La détermination romaine finira par l'emporter. Pour Carthage, la défaite d'Ecnome est un choc terrible. La cité punique réalisait que sa suprématie navale n'était plus assurée. Les Carthaginois devront apprendre à combattre différemment, à éviter les batailles rangées où les corbeaux romains sont trop efficaces. Hamilcar et Hannon, les deux généraux défaits à Ecnome, continueront à servir Carthage. Hamilcar se rachètera en remportant quelques victoires les années suivantes. Mais la famille Barca gardera une rancune tenace contre Rome. Des années plus tard, le fils d'Hamilcar, Hannibal Barca, jurera une haine éternelle à Rome et déclenchera la deuxième guerre punique. Notre connaissance de la bataille du cap Ecnome provient principalement de l'historien grec Polybe. Né environ 60 ans après la bataille, Polybe a été envoyé comme otage à Rome après la bataille de Pydna. Il devient l'ami de Scipion Émilien et accompagne ce dernier lors de la destruction de Carthage pendant la Troisième Guerre punique. Polybe est un historien méthodique et scrupuleux. Il a interviewé des vétérans des guerres puniques. Il a consulté les archives romaines et carthaginoises. Il a visité les lieux des batailles. Son récit de la bataille du cap Ecnome est détaillé et précis, mentionnant le nombre exact de navires, les formations adoptées, le déroulement du combat. Certains historiens modernes contestent les chiffres donnés par Polybe. Ils estiment que 700 navires et 300 000 hommes sont des nombres exagérés. Ils proposent plutôt un affrontement impliquant environ 100 000 hommes. Mais même avec ces chiffres révisés, la bataille du cap Ecnome reste de loin la plus grande bataille navale de l'Antiquité. Polybe décrit la formation romaine en triangle avec admiration. Il note que ce dispositif était à la fois efficace et difficile à rompre. Il explique comment le plan carthaginois de feinte et d'encerclement a failli fonctionner. Il souligne le rôle crucial du corbeau dans la victoire romaine. Son récit permet de comprendre non seulement les aspects techniques de la bataille, mais aussi les enjeux stratégiques et politiques. La bataille du cap Ecnome n'était pas simplement un affrontement de flotte, c'était un choc de civilisation, un combat pour la domination de la Méditerranée. La bataille du cap Ecnome enseigne plusieurs leçons tactiques importantes. D'abord, l'importance de l'adaptation. Rome, puissance terrestre sans expérience navale, a réussi à battre Carthage, puissance maritime séculaire, en inventant une technologie qui transformait les combats navals en batailles terrestres. Ensuite, le danger de la division des forces. Le plan carthaginois de feinte au centre et d'attaque sur les flancs était brillant. Il a effectivement disloqué la formation romaine. Mais une fois les forces divisées, chaque affrontement partiel s'est soldé par une victoire romaine grâce à la supériorité du corbeau dans les combats rapprochés. Troisièmement, l'importance du commandement et de la réactivité. Le consul Régulus a su comprendre rapidement que son arrière-garde était en danger. Il a abandonné la poursuite du centre ennemi pour secourir ses navires encerclés. Cette décision rapide a probablement sauvé la flotte romaine de la destruction. Quatrièmement, la valeur de la discipline et de la formation des troupes. Les légionnaires romains, même embarqués sur des navires, conservaient leur organisation et leur discipline. Une fois sur le pont d'un navire ennemi, ils combattaient en formation serrée, bouclier contre bouclier, exactement comme sur terre. Les marins carthaginois, excellents navigateurs mais soldats médiocres, ne pouvaient résister à cette machine de guerre bien huilée. Derrière les chiffres et la stratégie, il y a des hommes. Des dizaines de milliers d'hommes qui ont combattu et sont morts ce jour-là au large du cap Ecnome. Les rameurs carthaginois, enchaînés à leurs bancs, qui continuaient à ramer même quand leur navire était en train de couler. Les légionnaires romains qui traversaient des passerelles du Corbeau sous une pluie de projectiles,
sachant qu'une chute signifiait la mort par noyade avec leur armure lourde. Les marins puniques qui sautaient à la mer pour échapper aux Romains, préférant risquer la noyade plutôt que l'esclavage. Les officiers romains et carthaginois qui devaient prendre des décisions en quelques secondes, sachant que chaque erreur pouvait coûter des centaines de vies. Les consuls Manlius et Régulus, qui commandaient depuis leurs navires amiraux, coordonnant les mouvements de centaines de vaisseaux dans le chaos de la bataille. Les blessés qui agonisaient sur les ponts ensanglantés, sans espoir de soins médicaux. Les noyés qui dérivaient dans l'eau, alourdis par leurs armures. Les prisonniers carthaginois qui savaient qu'ils seraient vendus comme esclaves à Rome, séparés à jamais de leur famille. La bataille du Cap Ecnum n'était pas seulement un affrontement tactique, c'était une tragédie humaine à l'échelle massive, un jour où des milliers de vies ont été brisées pour la gloire et la puissance de deux cités rivales. La bataille du Cap Ecnum n'a pas mis fin à la première guerre punique. Le conflit continuera encore 15 ans, mais elle a marqué un tournant décisif. Avant Ecnum, Carthage contrôlait la Méditerranée. Après Ecnum, ce contrôle est contesté. Rome a prouvé qu'elle peut battre Carthage en mer. Cette confiance nouvellement acquise permettra à Rome de persévérer malgré les revers. Le débarquement en Afrique, même s'il se termine par un échec, force Carthage à rappeler des troupes de Sicile. La pression sur les positions romaines en Sicile diminue. Rome peut consolider ses conquêtes sur l'île. Psychologiquement, la victoire d'Ecnum est énorme. Rome réalise qu'elle peut affronter et vaincre n'importe quel ennemi, sur terre comme sur mer. Cette confiance alimentera l'expansion romaine pendant les siècles suivants. Pour Carthage, la défaite est démoralisante. La cité punique commence à douter de sa capacité à vaincre Rome. Cette incertitude se manifestera dans les années suivantes par une stratégie hésitante, alternant entre la guerre et les négociations. La guerre continuera avec des hauts et des bas pour les deux camps. En 249, Carthage remportera une grande victoire navale à Drépane, détruisant une grande partie de la flotte romaine. Mais Rome, avec une détermination obstinée, reconstruira encore une fois ses navires. En 241, la bataille décisive a lieu aux îles Zégate, au large de la Sicile. La nouvelle flotte romaine, financée par les citoyens riches de Rome qui ont prêté leur argent à l'État, affronte la flotte carthaginoise. Les Romains remportent une victoire écrasante. Carthage, épuisée financièrement et militairement, demande la paix. Le traité de paix de 241 est dur pour Carthage. La cité punique doit abandonner toute la Sicile aux Romains. Elle doit payer une indemnité de guerre énorme, 3200 talents sur 10 ans. Elle doit renoncer à toute revendication sur les îles entre l'Afrique et l'Italie. La Sicile devient la première province romaine hors d'Italie. C'est le début de l'Empire romain. La victoire dans la première guerre punique ouvre à Rome les portes de l'expansion méditerranéenne. Mais Carthage ne renoncera pas. La famille Barca, humiliée par la défaite, préparera sa revanche. Hamilcar partira conquérir l'Espagne pour reconstituer les forces carthaginoises. Son fils Hannibal grandira en nourrissant une haine féroce contre Rome. En 218, la deuxième guerre punique éclatera, encore plus terrible que la première. La bataille du Cap Ecnum est restée dans la mémoire romaine comme l'un des plus grands triomphes navals de la République. Les historiens romains la citent comme preuve de la supériorité de la virtus romaine, du courage et de la détermination qui permettent de surmonter tous les obstacles. Pour les générations suivantes de Romains, Ecnum symbolise la capacité de Rome à s'adapter et à innover. Face à un ennemi supérieur en expérience maritime, Rome n'a pas renoncé. Elle a inventé le corbeau. Elle a transformé ses faiblesses en force. Les consuls Manlius et Régulus sont devenus des exemples de leadership militaire. Régulus, malgré son échec ultérieur en Afrique et sa capture, est resté dans la mémoire romaine comme un héros. Les légendes racontent qu'après sa capture, il fut envoyé à Rome par les Carthaginois pour négocier un échange de prisonniers. Mais Régulus, fidèle à Rome, aurait conseillé au Sénat de refuser et serait retourné volontairement à Carthage où il fut exécuté. Cette histoire, vraie ou fausse, illustre l'idéal romain du devoir avant tout. Pour Carthage, Ecnum reste une défaite amère, le début de la fin de la suprématie navale punique. Les historiens carthaginois, s'ils avaient survécu à la destruction de Carthage en 146, auraient probablement raconté cette bataille différemment,
soulignant le courage des marins puniques face à une innovation technique déloyale. La bataille du Cap Eknome a établi des principes de combat naval qui resteront pertinents pendant des siècles. L'idée de transformer un combat naval en combat terrestre par l'abordage sera utilisée jusqu'à l'époque des galères méditerranéennes et des navires à voile. Le principe du corbeau lui-même, une passerelle d'abordage équipée d'un crochet, sera copié et adapté par d'autres marines. Les tours de siège médiévales utiliseront des passerelles basculantes similaires pour franchir les remparts des châteaux. L'importance de la formation et de l'organisation des troupes embarquées, mises en évidence à Eknome, deviendra un standard. Les marines futures comprendront qu'un bon marin ne suffit pas, il faut aussi de bons soldats capables de combattre sur les ponts. La tactique romaine d'organisation des navires en formation complexe, le triangle à Eknome, influencera les tactiques navales ultérieures. L'idée de diviser une flotte en plusieurs escadres avec des rôles spécifiques restera centrale dans la stratégie navale. Quand on compare les grandes batailles navales de l'histoire, Eknome occupe une place unique. Par le nombre de navires et d'hommes engagés, elle surpasse toutes les batailles navales de l'Antiquité et même du Moyen Âge. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir des affrontements navals impliquant autant de moyens et d'hommes. Mais au-delà des chiffres, Eknome représente un moment charnière dans l'histoire de Rome et de la Méditerranée. C'est la bataille qui a montré que Rome pouvait devenir une puissance maritime. C'est le combat qui a ouvert la voie à l'expansion romaine hors d'Italie. Sans la victoire d'Eknome, Rome n'aurait peut-être jamais pu débarquer en Afrique. Sans cette démonstration de force navale, Carthage aurait pu continuer à dominer la Méditerranée. Sans cette bataille, l'histoire de l'Antiquité aurait peut-être été très différente. La bataille du Cap Eknome mérite donc sa place parmi les grands affrontements qui ont changé le cours de l'histoire. Elle a décidé non seulement du sort de la Sicile, mais aussi de l'avenir de la Méditerranée occidentale. Elle a marqué le début de l'ascension de Rome vers la domination du monde antique. L'été 256 avant notre ère. Au large du Cap Eknome, plus de 700 navires et près de 300 000 hommes se sont affrontés dans la plus grande bataille navale de l'Antiquité. Le combat a duré plusieurs heures. Des milliers d'hommes sont morts. Des dizaines de navires ont coulé. À la fin de la journée, Rome avait vaincu Carthage et ouvert la route de l'Afrique. Cette bataille n'était pas simplement un affrontement militaire. C'était un choc de civilisation, un combat entre deux visions du monde. D'un côté, Carthage, l'empire marchand phénicien qui dominait la Méditerranée depuis des siècles. De l'autre, Rome, la République italienne en pleine expansion, déterminée à imposer sa loi. Rome a gagné grâce à son innovation, le corbeau, qui a transformé ses faiblesses en force. Rome a gagné grâce à la discipline et au courage de ses légionnaires. Rome a gagné grâce à la détermination de ses consuls qui ont su adapter leur stratégie en pleine bataille. Carthage a perdu malgré l'expérience de ses marins, malgré la vitesse de ses navires, malgré l'intelligence de son plan tactique. La défaite d'Eknome a marqué le début du déclin de la puissance carthaginoise en Méditerranée. Les conséquences de cette bataille se feront sentir pendant des décennies. La première guerre punique se terminera par la victoire de Rome et l'annexion de la Sicile. La deuxième guerre punique verra Hannibal traverser les Alpes pour venger cette défaite. La troisième guerre punique aboutira à la destruction totale de Carthage. Mais tout a commencé ce jour d'été 256, au large du Cap Eknome, quand Rome a prouvé qu'elle pouvait dominer les mers autant que la terre, quand les corbeaux romains ont harponné les navires carthaginois et changé le destin de la Méditerranée. La plus grande bataille navale de l'Antiquité n'était pas seulement une victoire militaire, c'était le moment où Rome est devenue une puissance mondiale, le jour où l'avenir de l'Occident a basculé. Les échos de cette bataille résonnent encore aujourd'hui, 2300 ans plus tard, dans l'histoire de notre civilisation.